On parle du handicap parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens, qui me concerne aussi, puisque moi je suis dans le scope autistique. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Et puis parce que j'ai beaucoup de mes clients qui sont dans le domaine du handicap, alors c'est un sujet qui est intéressant vraiment et qui me touche beaucoup, qui me touche souvent en fait, de façon directe ou indirecte. Voilà. Donc je voulais un petit peu aborder ce sujet. Bonjour Maude. Bonjour Martine, oui, c'est un sujet qui est très important, comme tu dis, et surtout parce qu'on n'en parle pas assez. Effectivement, c'est un sujet qui parfois, comme d'autres sujets considérés entre guillemets tabous, sont un petit peu mis en sujet secondaire. Mais comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent de handicap, visible, invisible, et du coup, c'est l'occasion d'en parler, de voir comment on peut améliorer son quotidien d'un point de vue coaching ou grâce à sa maison. Ok. Ok. Je te propose qu'on démarre un petit peu avec du feng shui, c'est-à-dire qu'on parle un petit peu de cette circulation d'énergie, parce que dans la maison d'une personne qui a un handicap, il y a forcément cette problématique de mouvement qui est importante et qui, du coup, est très feng shui. C'est-à-dire qu'une personne qui est obligée de dégager son accès physique dans une maison pour pouvoir circuler, forcément, cette personne, elle est en train d'améliorer la circulation des énergies. Est-ce qu'elle pourrait l'aménager ou du moins la dégager trop? Oui, alors déjà, c'est une bonne question. Alors déjà, effectivement, on peut parler des handicaps moteurs. Après, il y a différents types de handicaps, comme tu l'énonçais tout à l'heure. On parlera aussi comment le Feng Shui peut aider sur les autres niveaux. Par rapport aux handicaps moteurs et où les handicaps, pardon, où on a besoin d'espace, hein, peut-être pour faire des étirements, du sport chez soi. Bien sûr, les handicaps où on est en fauteuil ou alors où on a peut-être des béquilles ou des aides comment dire, à la mobilité qui nécessitent d'avoir de la place. Alors déjà, il y a la partie architecture d'intérieur, bien sûr, avec l'ergonomie, avec le fait d'avoir des meubles adaptés à son handicap, avec notamment des hauteurs adaptées, des largeurs adaptées. Donc déjà, tout ça, c'est très feng shui, puisque tu posais la question, est-ce qu'on peut ne pas avoir assez de meubles chez soi par rapport à son handicap? Alors justement, c'est une bonne question. C'est que c'est très important pour les personnes qui interviennent sur ce type de logement, de ne pas justement avoir une logique trop fermée et de prendre vraiment en compte le besoin de la personne, d'avoir une interaction avec elle sur vraiment bien comprendre ses besoins au quotidien, quitte à faire une demi-journée ou une journée d'observation chez elle et d'échanger sur ok, quels sont tes gestes au quotidien, quels sont tes déplacements au quotidien dans ton appartement, quels sont tes besoins et sur quoi aujourd'hui par exemple tu as peut-être une problématique clairement logistique chez toi. L'objectif, ce n'est pas d'enlever des meubles, comme tu viens de le dire, c'est de construire des meubles sur mesure, peut-être parfois même modulables. Des choses modulables, donc on le rappelle, hein, c'est des choses qui vont pouvoir des meubles, comment dire, qui vont avoir plusieurs fonctions. Par exemple, ça va être une table de cuisine qui peut se rentrer, qui peut se baisser en fonction des gestes qu'on peut faire, voilà, avec des mouvements, avec des quincailleries de rotation qui permettent justement à ces éléments de disparaître dans la journée. Pour permettre un mouvement justement des fauteuils ou des autres éléments dans le quotidien, mais qui permettent quand on est à un moment pour manger par exemple, un moment pour être avec du monde à table, d'avoir accès quand même à ça dans une cuisine. Voilà, donc on est sur ce genre de choses, mais surtout ce qui est important, c'est de voir quel est le besoin de la personne, parce que il y a autant de handicap qu'il y a de personnes, et donc c'est important de vraiment être sur de la modularité. Et bien sûr, pour tout ce qui va être handicap physique, les principes Feng Shui fonctionnent comme pour les personnes n'ayant pas de handicap visible, où on va avoir besoin des mêmes choses, c'est-à-dire de bénéficier de l'équilibre énergétique chez soi, de nourrir les symboliques, voilà. Donc tout ça, tous les principes Feng Shui dont on vous parle ici chez les Matin sont aussi valables. Voilà. Parle-nous un petit peu de ces histoires de symbolique. C'est quoi les symboliques en feng shui? Alors la symbolique en Feng Shui, ça va être le fait d'utiliser par exemple, hop, vous voyez, utiliser un tableau comme celui qui est derrière moi, ou utiliser par exemple un objet, qu'il soit sculpté, qu'il soit peint, qu'il soit dessiné, une photo. Utiliser en fait, comment dire, ça, utiliser cet objet comme une symbolique, comme un outil de la représentation psycho-émotionnelle qui va véhiculer pour nous. Par exemple, vous voyez, vous avez peut-être que vous êtes proche d'un animal symboliquement, que ce soit de façon totémique ou que ce soit de façon purement conscientisée.
Donc, par exemple, pour moi, l'image du lion représente le leadership, représente le fait d'être un peu le chef de son entreprise, le chef de certains secteurs de vie. Donc, c'est important pour moi de l'avoir dans un secteur face à mon bureau quand je travaille. Voilà. De la même façon, des personnes vont avoir peut-être chez elles des images de couples heureux parce qu'elles cherchent à nourrir cette symbolique chez elles, peut-être parce qu'elles l'ont déjà. Il n'y a pas de raison. Hein. On peut très bien, on ne nourrit pas uniquement les choses qu'on veut avoir, on nourrit les choses qu'on a et qu'on veut conserver. Donc ça peut être des images de couples heureux, ou quand on est célibataire, ça peut être aussi des images, bien sûr, de couples qu'on voudrait avoir. Voilà, ce type d'exemple. Mhm. Ok, intéressant cette notion de symbolique. Et du coup, pour une personne handicapée, si elle peut pas sortir de son handicap, dans l'idéal, le genre de symbolique qu'elle pourrait nourrir, ça serait quoi? Alors, ça va être important déjà de voir avec elle ce qu'elle veut nourrir comme domaine de vie. C'est-à-dire, au-delà de son handicap, est-ce qu'elle a envie de rencontrer un partenaire? Est-ce qu'elle a envie de plutôt créer une entreprise, de mieux fonctionner dans son travail actuel? Est-ce qu'elle a envie plutôt d'être dans la créativité? Peut-être qu'elle est artiste, peut-être qu'elle peint, peut-être qu'elle dessine. Voilà, donc c'est vraiment cette notion de déjà quel domaine de vie elle veut nourrir. Et là, à ce moment-là, de placer des symboliques. Alors bien sûr, on peut nourrir plusieurs domaines de vie en même temps, hein, et à ce moment-là, placer des symboliques qui vont nourrir chaque secteur. Par exemple, une personne créative, moi, je vais lui conseiller de placer, déjà si elle a déjà réalisé des œuvres, ses œuvres, celles dont elle est le plus fière, celles qu'elle aime, celles qui lui font du bien au quotidien. Et si elle n'a pas encore réalisé d'œuvre, à ce moment-là, dans son secteur ouest, qui est lié à la créativité, ou face à un secteur où elle est peut-être souvent, à ce moment-là, où qu'elle voit facilement ses œuvres au quotidien, à ce moment-là, de placer peut-être l'image d'un de ses peintres préférés. Alors attention à certains peintres, par exemple, j'ai une amie que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de créativité, mais qui, je pense, parfois se bloque dans sa créativité, et elle a justement un livre de Picasso, qui est un artiste que j'exècre parce que c'était effectivement quelqu'un qui était très dévalorisant face aux autres artistes, et qui avait justement cette notion de perversion narcissique, voilà, que tu connais bien en tant que coach. Et du coup, par exemple, pour moi, c'est pas positif d'avoir la représentation de Picasso en tant que peintre dans un secteur créativité, parce que justement, ça peut nourrir ce blocage qu'on a. Pour ça, je me permets de prendre cet exemple. Le blocage qu'on a déjà à se sentir légitime en tant que peintre. Donc attention à ce que vous allez mettre comme symbolique, mais en tout cas, voilà, en tout cas, si vous avez des peintres de référence qui sont bienveillants, mettez-les. Je pense qu'il y a aussi il y a aussi logement de handicap pour les personnes handicapées en soi est une symbolique. C'est-à-dire que une personne qui bénéficie d'un logement de handicap et qui n'a pas de handicap physique, mais qui a un logement qui est un logement de handicap physique, peut avoir une espèce de symbolique dans son appartement qui lui donne de l'impuissance en fait, qui va créer une forme d'impuissance sur le sujet et qui va justement lui donner cette impression de circuler dans un appartement pour quelqu'un qui sera handicapé physique, donc il va le persuader si c'est un handicap, que ce soit mental, psychologique, etc., de le mettre dans ce genre d'appartement, va lui donner en fait cette symbolique de aussi il a du mal à se mouvoir, il a du mal en fait à créer du mouvement en fait dans sa vie, peut-être que lui-même ça va le faire se sentir paralysé d'une certaine partie de son corps. Donc ouais, je suis assez d'accord sur le fait que la symbolique, elle est importante, elle est très importante. Et Et pardon de t'interrompre, mais ça, et pour avoir connu le cas justement d'une personne qui a loué un appartement d'une propriétaire en fauteuil, et qui du coup avait adapté les meubles à sa situation, et qui après a mis son bien en location, ça peut aussi entraîner pour les personnes valides du coup des problématiques, parce que les choses sont un peu trop basses, donc on peut avoir des problématiques de mal de dos qui peuvent apparaître. Donc en effet, quand c'est pas adapté, effectivement, comme tu dis, il y a la symbolique. Et en plus, tu peux effectivement avoir des choses qui sont, voilà, certaines douleurs qui peuvent apparaître. ouais, je peux comprendre. Et puis, il y a aussi le fait je pense que ça réveille tout en nous, en fait, un logement. Vraiment, c'est une superbe chose.
Et ça réveille tellement tout en nous que même une personne aussi qui a un trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire qui va être dans une forme de handicap mental qui est celui de faire des choses obsessionnellement, si on lui rend difficile d'accès certaines zones où ils ont besoin d'exprimer leur TOC, genre un lavabo ou ce genre de choses, pour quelqu'un qui a besoin de se laver les mains, d'une certaine manière, c'est bien parce que ça va peut-être réduire leur trouble, mais d'une autre manière, ça va être horrible parce que ça va créer encore plus de frustration. Et du coup, ça peut créer une obsession qui va être encore pire, c'est celle de on va se mettre à non seulement se laver les mains, mais nettoyer compulsivement le lavabo, ranger compulsivement l'appartement, etc. Parce qu'il y a une résistance en fait à la satisfaction du geste de réassurance en fait. Donc c'est un peu c'est le but. Alors, je le répète pour les gens qui ont des TOC, peut-être que le principe des troubles obsessionnels compulsifs, c'est d'essayer quand même de les prendre en conscience, c'est-à-dire de les faire en conscience, de ne pas les faire trop automatiquement pour justement avoir conscience, par exemple, compter le nombre de fois où on fait une tâche, Mhm. compter le nombre de fois où on l'a fait, c'est-à-dire marquer avec un petit feutre, par exemple, chaque fois qu'on le fait, essayer de systématiser pour expliquer au cerveau, là, ça fait peut-être beaucoup, ça devient dangereux comme le fait de se laver trop les mains. Enfin, on peut se retrouver avec des irritations sur les mains, etc. Pour donner cet exemple-là, hein, mais il y a des gens qui ont des TOC qui se répètent beaucoup. Ça peut aussi, comme on l'a dit, créer d'autres TOC, en fait, de ne pas satisfaire certains TOC. Donc c'est vraiment, ça peut devenir vite l'escalade et à la fin on passe sa journée à faire des TOC et on fait plus rien de sa journée. En fait, on n'a plus que fait remplir des troubles compulsifs. Donc oui, un appartement encombré ou des choses, ça peut être quelque chose d'assez stressant et ça peut être un problème aussi. Donc c'est vrai qu'on le dit souvent, le désencombrement en feng shui, blablabla. Il y a des tas de gens qui sont là, mais non, ça me concerne pas, j'ai envie d'accumuler, etc. Ça reste un truc qui est quand même assez problématique si on dégage pas le passage ou si on dégage pas l'encombrement. Oui, tout à fait. Et en plus, on parlait comment dire, handicap physique. Donc là, clairement, comme tu viens de le dire, le désencombrement est essentiel, même, ne serait-ce que pour pouvoir fonctionner. Mais aussi quand on a pour les personnes qui ont des handicaps mentaux ou cognitifs, comme tu viens d'expliquer avec les TOC, mais aussi tout ce qui va être certaines autres problématiques comme le TDAH, comme l'épilepsie ou alors certains types d'autisme, où du coup on a besoin aussi de cette sérénité que va créer l'environnement. On a besoin de certaines routines aussi, mais par exemple, si je prends l'épilepsie, il va falloir absolument éviter certaines lumières blanches, surtout si elles sont, si elles sont trop fortes ou si elles, comment dire, comment on appelle ça, si elles, ah mince, le mot échappe. Voilà, merci. Donc on va plutôt être sur des lumières jaunes, sur des lumières plus douces. De la même façon, il va falloir éviter toutes les couleurs trop flashy. Il va falloir aussi jouer sur les lumières extérieures, donc avec des rideaux, des voilages. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et du coup, c'est intéressant aussi parfois de s'intéresser à certains décorateurs ou décoratrices qui ont elles-mêmes un handicap, et notamment un décorateur qui est assez connu qui s'appelle Éric Brun-Sangar, qui lui est voyant et qui a eu une maladie virale qui lui a fait perdre la vue et il était pas décorateur avant, il est devenu décorateur et du coup il explique par sa pratique en fait l'importance des matières parce que quand on a un handicap, effectivement on va développer d'autres super pouvoirs. Quand on perd la vue, quand on n'a pas la vue depuis la naissance, on va avoir une ouïe ou alors effectivement un odorat qui va être très développé. Donc dans une maison, ça va être très important de jouer sur ces autres sens en fait. Donc ça va beaucoup dépendre encore une fois du handicap parce que si vous êtes dans une maison où les matières réverbèrent le son et que vous êtes malvoyant et que votre ouïe est très développée, ça va être très agréable. Donc ça peut entraîner des anxiétés. On parlait d'épilepsie. Si effectivement vous avez votre corps va du coup ne pas être très bien chez vous. Donc ça va être important de jouer sur les matériaux aussi par rapport à ces handicaps-là. Ce n'est pas neutre, encore une fois, donc c'est très important de, encore une fois, prendre en compte la personne dans son individualité par rapport à son handicap. Des personnes vont développer différents types de sens par rapport au sens qu'ils ont perdu ou qu'ils n'ont jamais eu. Et c'est très important d'adapter la maison à ça. Les matériaux aussi sont super importants. Voilà. L'expérience des sens. Et donc c'est super important, effectivement. Pareil, les personnes qui ont des problématiques, tu parlais de TOC ou des problématiques nerveuses aussi, des handicaps liés à des problématiques nerveuses, qui peuvent encore une fois entraîner des problématiques physiques avec des convulsions ou autres. On va vraiment optimiser toutes les matières douces. On va optimiser encore une fois les lumières douces.
Voilà, on va vraiment, en fait, encore une fois, la maison est vraiment votre allié. Donc, dans votre handicap également. Ça Et à doit ce moment-là, l'espace effectivement dans lequel on peut se sentir en totale sécurité parce que symboliquement, la maison, c'est le cocon, c'est l'espace dans lequel on peut évoluer en sécurité. On n'est pas en danger face à des prédateurs, mhm, on n'est pas en danger face à des attaques. Donc quelque part, il faut que la maison, elle soit pas en mode où elle nous attaque nous-mêmes. C'est vachement important ça. C'est-à-dire qu'il faut que la maison, elle nous offre une unité de confort qui nous permet, dans notre espace, de nous sentir le plus à l'aise possible, le plus c'est-à-dire que si vous êtes dans une maison où cette maison, vous avez l'impression qu'elle commence à créer de l'insécurité chez vous, c'est une symbolique vachement importante qui est celle de ah ben en fait oui il y a un problème là parce que là cette maison il y a des éléments qui me mettent en danger. Ça peut être aussi des objets qui sont mis en suspension, qui peuvent être accrochés sur les murs et qui menacent de tomber. Ça peut être des objets qui sont suspendus au-dessus des portes. Ça peut être des éléments qu'on va mettre qui sont pointus et qui sont décoratifs et que si on tombe dessus, on peut se blesser. mhm. Ça peut être toutes ces choses-là aussi qui peuvent créer en fait une forme d'insécurité dans une maison. Et je pense que au niveau symbolique, c'est important de faire attention à ce détail. Oui, alors complètement, tu as tout à fait raison. Et ça va être aussi important, tu vois, d'avoir cette notion de, bah, tu parlais de cocon, c'est ça, en fait, de la maison est là pour vous faire du bien, elle n'est pas là pour renforcer votre problématique liée à votre handicap. Mm. Donc c'est très important que vous puissiez justement, comme tu l'expliquais, c'est un moment où c'est un endroit où vous pouvez vous reposer, où vous pouvez reprendre de l'énergie, comme tu l'expliquais, cette notion de sécurité, c'est super important. Donc oui, oui, vraiment pouvoir adapter son habitation par rapport à son handicap. Donc vraiment ce travail, bah là, tu vois, on parlait de coaching, ce travail d'introspection de quel est mon besoin. Effectivement, chaque besoin est unique, même si le handicap rentre dans la même case. Chaque besoin va être unique. Par exemple, pour parler d'autisme, il y a autant de types d'autisme que de personnes et ça va être important de voir est-ce que la personne a besoin de routine, est-ce qu'elle a besoin d'isolement sonore, est-ce qu'elle a besoin d'isolement visuel, quel est son besoin en fait. Voilà, donc tu vois, on peut en parler voilà par rapport au point de vue coaching. Toi, comment tu conseillerais justement à tes clients de naviguer par rapport à leur handicap dans ces sujets-là? Bah forcément, toujours de se questionner, déjà, est-ce que ma maison, elle est adaptée à moi-même? C'est-à-dire que je me poserais quand même un peu cette question. Déjà, est-ce que l'environnement dans lequel je peux me sentir le plus en sécurité est vraiment sécurisant? Mhm, C'est de questionner cette sécurité-là. Il y a un autre sujet qui est assez important et que moi je rencontre en coaching, qui est je suis pas là pour conseiller les gens, d'accord? Je suis là pour les aider à trouver des solutions pour eux-mêmes. Et cette mhm, notion, elle est très importante parce que elle dit que bah, quelque part, il faut que les gens y voient leurs propres problématiques. mhm, Et ça me permet aussi d'entendre là où bah, la personne ou les personnes qui sont dans des situations de handicap partagent des choses. Et j'ai souvent des partages qui sont assez intéressants. Moi, la raison pour laquelle je voulais aussi un petit peu aborder le sujet du handicap, hein, c'est parce que souvent les personnes qui sont en situation de handicap me disent une chose qui est à peu près commune, c'est cette notion de on se sent infantilisé quand on est dans le handicap. Et le problème, c'est que l'infantilisation du handicap, elle crée le fait de, on leur dit ce qu'ils doivent faire, mais on leur pose plus la question de savoir s'ils savent ce qu'ils doivent faire. mhm, Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas des enfants débiles, ça reste des fois des adultes qui ont, bah, qui se battent en fait avec une maladie qui, des fois, bah, justement, peut réduire leur coefficient intellectuel. C'est dur pour eux. Je veux dire, ils ont quand même un ego aussi derrière, donc ils ont besoin quand même d'avoir un peu quelque chose qui les valorise. Et puis ils en ont marre d'être infantilisés, c'est-à-dire que de temps en temps, ils ont besoin qu'on fasse confiance au fait qu'ils sont capables de savoir les choses qui sont bonnes pour eux. Et très souvent, par exemple, je donne un exemple connu, c'est celui de faire traverser la rue à quelqu'un qui a un problème de vue, mhm. ne pas le prendre par la main, ne pas le prendre par le bras, ne pas lui forcer un contact, ne pas lui forcer à traverser avec vous, de lui proposer, de dire est-ce que vous voudriez ma main, est-ce que vous voudriez prendre mon bras, est-ce que ça serait plus simple, est-ce que vous avez besoin que je vous guide par la voie quand c'est le moment de traverser, etc. De proposer plutôt que d'imposer, c'est déjà une façon de réduire en fait cette infantilisation que subissent les personnes qui sont dans un handicap, qui ont beaucoup de mal en fait à entendre le fait que bah, parce qu'elles sont diminuées, alors on doit aussi diminuer leur statut social.
Et on doit diminuer leur statut d'adulte. On ne peut pas Mhm. considérer que ce sont des adultes. Alors oui, ce sont des personnes qui sont en situation de dépendance, mais ce ne sont pas des personnes qui sont en situation de débilité, de débilité dépendante, sauf certains très rares. Mais même dans les cas de débilité, c'est-à-dire même des cas où il y a des gens qui pourraient avoir une maladie qui est débilitante, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit physique, hein, qu'elle soit dans une situation où ils ont mal, où ils se sentent mal, et parce qu'ils se sentent mal, leur cerveau il est très concentré à gérer leur douleur ou à gérer leur souffrance. Eh bien, c'est pas le moment de leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est Mhm. désagréable pour elles. Et en plus, ça crée une espèce d'infantilisation qui est en mode, genre, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Alors que si, en fait. Donc moi, je dirais qu'une chose que je dis, moi, aux personnes qui sont dans une situation de handicap, c'est de toujours bien se poser la question de qu'est-ce qui est bon pour elles et qu'est-ce qui est bon pour, qu'est-ce qui peut leur faire du bien, qu'est-ce qui peut leur permettre de leur faire du bien. Donc de ne Mhm. pas, de bien connaître leurs besoins, de bien se concentrer sur leurs besoins, de bien se concentrer sur qu'est-ce qui pourrait les aider, de pas hésiter, de demander de l'aide, c'est-à-dire d'être aussi en mode où ils s'informent sur qu'est-ce qu'il est possible d'avoir comme solution face à leurs problématiques. Et puis d'avoir cette attitude de régulièrement en fait se questionner soi-même en se demandant de quoi j'ai besoin, de quoi j'aurais réellement besoin là maintenant. Et quand on le formule comme ça, c'est d'être le plus neutre possible pour être possible, pour qu'il soit possible, pardon, de poser la question aux autres, de dire aux autres, bah voilà, j'ai besoin de ça, donc je vais l'exprimer de manière à ce que on puisse m'aider en fait dans cette requête, mais pas qu'on se mette dans la situation où en fait on sait mieux que moi. Je pense que Mhm. l'erreur principale face au handicap, c'est de penser qu'on sait mieux que la Mhm. personne. Ça, Mhm. c'est un peu problématique. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis. Et c'est très intéressant. Et du coup, on revient, si on parle de la maison, en tout cas, à cette question de vraiment prendre en compte le besoin de la personne. Et comme tu viens de dire, soi-même, quand on est, si on est aidant ou si on est accompagnant ponctuel parce qu'on a fait appel à nous, comme tu dis, garder cette bienveillance de, on n'est pas à la place de la personne et la personne a, comme tu viens de le dire, son pouvoir personnel et puis son propre libre arbitre, etc. par rapport à ce qui est bon pour elle, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Je dirais qu'un retour d'expérience que j'ai aussi avec les personnes avec qui je travaille qui sont dans une situation de handicap, c'est que souvent les structures qui accompagnent les personnes en situation de handicap, on va pas les citer, mais on va dire que c'est des accompagnements, que ce soit sociaux ou que ce soit des accompagnements, on va dire, qui sont offerts. Et c'est merveilleux d'offrir ces choses-là pour les personnes qui sont en situation de handicap, mais ces choses-là peuvent, au bout d'un moment, créer une vraie impuissance, un vrai sentiment de non-possibilité d'agir, on en vient parfois aussi à s'empêcher d'agir. J'ai un de mes clients qui est en situation de handicap, qui me disait qu'à chaque fois qu'il avait ses entretiens, que ce soit des entretiens psychologiques, etc., il n'était pas en situation de pouvoir créer des choses. Il était là pour faire un bilan avec la personne en face pour vérifier que tout allait bien. Donc, à chaque fois, c'était un entretien. C'était comme préparer une entretien d'embauche. Et à la fin, il passait son temps à préparer son entretien et il passait son temps à justement échanger avec la personne sur est-ce qu'il gérait bien sa vie. Mais oui, il gérait bien sa vie. Il a réussi à construire une relation de couple. Il a réussi à s'installer dans un appartement avec cette personne. Il a réussi à se poser la question de ce qu'il voulait faire dans la vie. Il est en train de monter un projet professionnel qui est sérieux. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui lui demande tout le temps s'il est toujours dans les normes ou s'il essaie de rentrer dans une case. C'est pas sain pour lui. Et en plus, ça crée une situation d'impuissance assez violente, assez importante, qui ne nourrit pas en fait son indépendance. Donc c'est triste. Donc ouais, il y a une vraie, un vrai problème en fait face au handicap, je pense aujourd'hui, qui est vraiment cette notion de mais ne considérez pas les gens qui ont un handicap à côté de vous comme des gens qui sont diminués intellectuellement ou qui sont diminués psychologiquement ou qui sont diminués en tant qu'humains. Ils sont Mhm. diminués physiquement. Ils ont quelque chose qui va réduire leur capacité de faire certaines choses. Et c'est pas vraiment une diminution en fait, c'est une restriction. J'ai envie d'enlever ce terme de diminution, mais d'amener juste ce terme de restriction. C'est-à-dire de dire attention, ceci est une restriction. Et comme c'est une restriction, eh bien, imaginez-le comme si vous aviez une restriction soit alimentaire,
soit une restriction avec un de vos membres de votre corps que vous pouvez pas utiliser, etc. Et de vous dire, bah, ok, comment on fait pour s'adapter? Et ben, l'adaptation, elle est plus importante, en fait, que la diminution. Et c'est ça ce qu'il faut s'axer, c'est-à-dire s'axer sur les solutions, sur la proposition de solutions plutôt que sur l'imposition de, ah, mais comme tu es diminué, bah, forcément, tu sais pas faire ça. Et ça, c'est problématique. Et moi, ce que je fais avec tous mes clients qui sont en situation de handicap, bah, c'est de les revaloriser, c'est-à-dire de recréer cette notion de puissance personnelle, de leur redonner leur place, en fait, d'adultes décidants et capables, en fait, de voir où est-ce qu'ils ont des capacités, parce qu'ils sont forcément capables comme nous tous. Et on a tous plus ou moins, en fait, des handicaps sans vraiment s'en rendre compte, que ce soit des croyances limitantes, c'est une forme de handicap qui, des fois, nous empêche d'agir dans la vie. Donc, je fais la même chose que ce que je ferais avec quelqu'un qui serait pas en situation de handicap visible ou de handicap diagnostiqué, mais de se dire, OK, on a tous des handicaps, on est tous à la même enseigne. Et je fais pas de traitement de faveur particulier pour les gens en situation de handicap, sauf évidemment pour les personnes qui sont en handicap physique, parce que j'ai pas d'ascenseur pour aller chez moi et pour aller dans mon cabinet. Et donc forcément, pour accéder à mon cabinet, ben, il faudrait qu'une personne qui est en situation de mobilité réduite puisse y accéder. Donc ce que je fais, c'est que je travaille en visioconférence avec eux, mais je travaille de la même manière que si je travaillais en présentiel. Mhm. Oui, très intéressant, mais c'est super important ce que tu dis, cette notion de pouvoir personnel et de sortir de l'infantilisation. Et comme tu dis, enfin, voilà, parlons un peu du triangle Cartman. C'est vrai que dans ce type d'association, tu peux avoir des gens qui prennent le rôle de sauveur et qui prennent du pouvoir justement sur les personnes qui ont un handicap, alors qu'en fait, ces personnes, comme tu dis, ne sont pas du tout dans une situation de victimisation personnelle et ont leur propre vie, comme tu l'expliquais, avec des domaines, enfin, les mêmes domaines de vie que les personnes sans handicap et qui vivent très bien et qui n'ont pas besoin qu'on leur, comment dire, voilà, qu'on les diminue, comme tu l'expliquais, tout à fait. C'est exactement ce que tu dis. Alors, en prenant des pincettes, parce que je pense que la plupart de ces structures qui ont à cœur, en fait, d'aider les autres réellement, ça part pas d'une mauvaise intention. Ça part pas de l'intention de faire du mal, mais sans le savoir, et très inconsciemment, ça peut créer une forme de dépendance et de diminution et d'infantilisation, en fait, il faut se garder en check. Quand on fait ce genre de choses, on doit s'observer, on doit observer la raison pour laquelle on donne de l'aide aux autres. Est-ce que c'est pour être un bon samaritain et être vu comme un bon samaritain et être quelqu'un qui fait des choses incroyablement belles, etc. Est-ce que c'est de l'ego? Mhm. Ou est-ce que c'est réellement une volonté intrinsèque d'offrir ce qu'on a de plus aux autres parce que c'est du partage et que là c'est de la pure générosité? Mais est-ce qu'on fait ça pour se faire mousser, pour se faire briller, pour se faire valoriser, pour gagner de l'argent? Parce que je vois bien qu'il y a des associations, surtout dans le cas de l'Alsace, où les associations, en fait, elles peuvent être à but lucratif. Il y a des associations qui se font des bénéfices, en fait, sur les personnes handicapées. C'est un peu malencontreux et maladroit, je trouve. Du coup, il faut absolument s'observer, il faut absolument se regarder en face. Est-ce qu'on essaye d'être un sauveur dans ce triangle de Karpman? Sachant que le triangle de Karpman, pour le comprendre, le dynamique, que ce soit le sauveur, le persécuteur ou la victime, les trois sont en situation où ils essayent d'avoir du contrôle. Et le sauveur, il essaye d'avoir du contrôle sur le fait de rendre l'autre dépendant. Donc ça veut dire appuyer et accentuer la dépendance de l'autre. Et on sait que l'amélioration du rôle du sauveur, pour s'améliorer, il faut rentrer dans le facilitateur, ne plus être celui qui impose son aide, mais celui qui la propose. C'est ça qui change tout, en fait. Et qui, si elle n'est pas acceptée, bah, accepte l'idée que bah, on n'accepte pas son aide. On a le droit de laisser l'autre, en fait, dans sa situation d'indépendance et dans sa situation de prendre des décisions pour lui-même ou elle-même. Et je sais que c'est difficile parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais il va se mettre en danger, oui, mais il va mettre en danger les autres, etc. Alors, dans une certaine mesure, faire part du danger et faire prendre conscience du danger, c'est important. Concevoir que la personne n'a pas la capacité à percevoir le danger, c'est faux, parce que tous les jours, on prend notre voiture, c'est dangereux de prendre notre voiture. Tous les jours, c'est dangereux de marcher dans la rue. C'est dangereux de prendre l'avion, c'est dangereux de faire des milliards de choses dans la vie, et nous, on les fait. Donc, quand une personne va tenter quelque chose qu'on voit comme dangereuse, mais qu'on n'arrive pas à percevoir qu'elle est capable aussi quand même de le faire, bah, c'est une façon de l'empêcher elle, alors qu'on s'empêche pas soi parce qu'on est persuadé qu'on a plus conscience que l'autre.
Donc c'est Mhm. vraiment, j'ai envie de dire, l'ego, il est important en fait. Intéressant. Oui, intéressant parce qu'en fait, dans cette logique-là, en fait, on enlève aussi la possibilité à la personne, comme tu viens de le dire, juste de demander de l'aide, Mm. enfin, de dire voilà, là j'ai besoin d'aide, mais là j'en ai pas besoin. Là, donc c'est très Exactement. intéressant cette notion-là. Ouais, tout à fait. Exactement, exactement. Et justement, c'est aussi un truc intéressant, c'est celui de faire réaliser que il faut pouvoir ouvrir la porte à ce que les gens puissent demander de l'aide aussi. Et je sais que c'est un truc que peu de gens arrivent à faire, demander de l'aide parce que c'est mal vu, parce que justement, ça pourrait montrer qu'on est handicapé, ou ça pourrait montrer qu'on est en difficulté, ou ça pourrait montrer qu'on est vulnérable tout simplement. Et en fait, non, justement, la vulnérabilité, c'est un pouvoir incroyable, c'est celui d'accepter de dire, bah oui, j'ai besoin d'aide. Ça ne veut pas dire que ça doit devenir une habitude, ça veut dire juste Mhm. que j'ai envie d'un soutien et j'ai envie de pas me sentir seule en fait, parce qu'on n'est pas seul et c'est là où est toute la bonne nouvelle en fait. On peut tous se trouver dans une situation un jour de handicap, que ce soit on est dans un plâtre ou on est dans une fatigue émotionnelle qui est incroyable, on peut se retrouver en situation de deuil qui est intense. Et ben tout ça, ça crée en fait forcément une forme de, de dépendance qu'il faut accepter. À ce moment-là, on se fait aider et ça fait du bien. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça m'évoque notamment la vieillesse, ou enfin la vieillesse de personnes que j'ai connues, qui comment dire, qui sont devenues handicapées avec l'âge et qui avaient énormément de, alors c'est encore un autre sujet, hein, c'est différent, mais qui avaient effectivement du mal à accepter cette situation. Et ça pose aussi la question de l'acceptation du handicap, mais j'ai l'impression de ce que j'entends que c'est aussi très lié à cette notion de perte de pouvoir personnel derrière, et que peut-être que si on avait cette notion peut-être plus juste et cet équilibre plus juste dans la façon dont on perçoit et on intègre le handicap dans nos sociétés. Mhm. Du coup, on aurait peut-être moins de problématiques pour les personnes handicapées à en parler, des personnes qui ont peur justement de perdre leur indépendance, tu parlais de dépendance, ou qui Ouais, ont du mal à se mettre dans une situation de dépendance, qui ont peur que ce soit pas sain. ouais. Effectivement, c'est intéressant cette notion que tu évoques et cette logique de peut-être qu'avec un meilleur équilibre global, les personnes auraient peut-être plus de facilité à assumer effectivement ou à accepter, peut-être plus qu'assumer, excusez-moi pour le terme, mais à accepter leur situation de handicap temporaire ou permanente. C'est très intéressant ce que tu dis et c'est d'autant plus intéressant que effectivement j'ai travaillé avec un ami qui propose des solutions pour les personnes en situation qui sont dans des EHPAD en fait, hein, qui sont des solutions qui ont pour but d'humaniser en fait la relation du personnel avec le, les résidents, pardon, excusez-moi, et qui en fait a pour but de leur rendre du pouvoir, en fait, de leur rendre de la capacité d'être traités beaucoup plus comme des êtres humains, d'être moins des choses qu'on doit expédier, mais de pouvoir créer en fait du lien social. Et en fait, créer du lien social, réhumaniser, etc., c'est important, cette quête de retour au pouvoir, quel que soit l'âge. Je pense que c'est un enjeu incroyable. Et je pense que notre société fait tout pour diminuer notre pouvoir au sens large, que ce soit notre pouvoir d'achat, que ce soit notre pouvoir de décision. Et du coup, quand on est dans une situation de handicap, c'est encore plus injuste parce qu'on réduit encore plus le champ qui est déjà très limité. Mhm. Ah oui, complètement, j'entends complètement. J'entends complètement. Et donc, du coup, c'est intéressant cette notion de reprendre du pouvoir personnel et du coup, c'est intéressant et j'imagine que tes patients doivent, tes clients, pardon, doivent justement ressortir avec une belle image d'eux-mêmes et justement des outils pour reprendre ce pouvoir personnel. Donc, c'est super. Mm, mm. Voilà. J'aurais beaucoup aimé aujourd'hui, parce qu'on était censé avoir une invitée aujourd'hui qui devait venir, mais en fait, elle a eu un problème. Elle a dû s'occuper de son petit garçon qui est en situation de handicap. Du coup, elle n'a pas pu se joindre à nous, mais j'aurais beaucoup aimé qu'elle vienne nous partager aussi son expérience en tant que parent ou en tant que personne qui se retrouve justement dans la vicinité de quelqu'un qui est en situation de handicap. J'aurais vraiment voulu que des gens participent ou partagent. On se réserve la possibilité peut-être de réaborder ce sujet avec quelqu'un qui viendra nous rejoindre, qui sera un invité ou une invitée, pour discuter de ce sujet parce que je pense que c'est important et je pense que c'est intéressant. C'est un sujet qu'on peut aborder sur plusieurs facettes. En tout cas,
Je parle moi de ce que les gens m'ont fait comme écho. Je parle de mon propre handicap, là où moi il se situe et là où je le vois. J'ai la chance d'avoir un handicap qui est assez léger, enfin que moi je considère en tout cas comme assez léger pour ne pas être horriblement handicapant, mais qui peut me poser des difficultés dans le domaine du travail en particulier, qui m'a souvent posé des problèmes moi dans le domaine du salariat. Mais et qui fait qu'aujourd'hui je suis indépendante parce que c'était ce qui correspondait le mieux pour moi. J'invite tous les gens en fait qui ont envie de participer ou de mettre un commentaire ou de donner leur avis, de nous partager leur avis, de nous envoyer des messages, de nous dire un petit peu ce qu'ils ont vécu. Et puis on se garde la possibilité de réinviter notre ami si toutefois ce sera possible pour refaire un sujet sur ce même sujet en fait qui est particulièrement intéressant. Tout à fait. Alors moi, je voulais juste rajouter une chose par rapport au trouble 10, comme on parlait de handicap. Justement, tout ce qui va être trouble 10, c'est tout ce qui va être problématique de TDAH et autres. C'est des personnes qui vont avoir des problématiques quand même scolaires, hein, donc pour les enfants, pour les ados. Et donc, je reviens sur un sujet qu'on a déjà énoncé lors d'un Yippie Matin précédent. Mais c'est quand même important dans ces moments-là de pouvoir optimiser la chambre d'enfant et la chambre voilà, on en a parlé la semaine dernière, mais également la chambre d'ado, c'est-à-dire qu'à un moment, ça va être important que peut-être le travail sorte en un point, au moins visuellement, voir si on peut travailler à l'extérieur de la chambre, totalement ce serait mieux, mais sinon au moins visuellement, faire en sorte que si la personne a du mal avec l'école, que l'école ne rentre pas dans la chambre, tu parlais de cocon. C'est vrai que justement dans la maison familiale, la chambre d'enfant, c'est le territoire de l'enfant en fait. C'est vraiment son territoire privé, individuel. Donc c'est vrai que c'est bien que quand on a des troubles 10 et qu'on en souffre, ou d'un TDAH, comme on le disait, où on va vite être déconcentré dès qu'on voit quelque chose, notre cerveau va se mettre en action sur une nouvelle tâche. Voilà, et on parlait aussi donc de rangement de la chambre, c'est quand même important. Alors les ados c'est plus compliqué parce que c'est un moment où on n'a pas du tout envie d'entendre parler de rangement, mais en tout cas pour les enfants de pouvoir au moins ranger quand on a fini de jouer avant d'aller dormir. Pour pouvoir encore une fois créer un apaisement et pareil jouer sur les couleurs. Alors l'adolescent peut-être c'est un moment où justement on parlait de pouvoir personnel, un moment où on commence à se définir encore comment dire encore plus voilà, avec plus d'assertivité, on commence vraiment à vouloir avoir des espaces qui soient les nôtres. Donc la chambre d'ado, je conseille quand même que ça reste un espace d'exploration où on la décore comme on veut, mais les enfants, si on peut encore bien sûr demander leur avis, mais être sur des couleurs plutôt douces et sur des symboliques encore une fois ou des choses plutôt douces et désencombrer dans la chambre, c'est important pour les troubles 10. Ne pas avoir trop d'éléments qui vont venir perturber et le sommeil et aussi les routines, en fait, Ouais. tout simplement les routines au sens large. Je trouve ça intéressant. Le TDA, je pense que une maladie qui, à la fois, est encore assez mal connue. Je Mm. pense qu'il y a encore énormément de choses à explorer sur le sujet. Je pense que même si on la comprend, on a du mal, en fait, à aménager des espaces pour ces personnes-là Mm. et pour savoir quelle est la meilleure disposition en fait d'espace pour ces personnes, comment les aider, quels sont les outillages qui vont vraiment aider face à ce type de handicap. Je pense qu'on est encore dans l'ère où ça demande à être créé et qu'en plus, je pense qu'il existe beaucoup plus d'outils pour renforcer le TDAH, c'est-à-dire le trouble du déficit de l'attention, c'est-à-dire de jouer sur, de créer un déficit attentionnel plutôt que sur le fait de le résoudre. Et je pense que beaucoup de choses sont à l'origine en fait de ce trouble qui vont créer en fait ou accentuer le trouble plutôt que d'essayer de le réduire. Et c'est difficile parce qu'on vit dans une société où justement on invite à créer ce trouble. Par exemple, nous faisons des vidéos, vous le voyez sur Yippie Matin, qui durent plus d'un certain temps. C'est un défi pour beaucoup de personnes de le regarder en entier. C'est un défi pour les personnes de garder leur concentration dessus. On en a bien conscience. C'est pour ça que depuis peu, on fait des shorts sur certaines portions de ce qu'on produit de ces vidéos parce qu'on a été vraiment sensibilisés par des personnes qui sont dans ce trouble-là et qui nous ont dit, bah ouais, mais là, on n'arrive pas, c'est trop long. Il faut faire des shorts parce que c'est impossible d'avoir de l'attention, surtout. Donc on joue le jeu, on essaie d'inclure au maximum
maximum ce qu'on peut certains handicaps. On n'en est pas encore au point, on arrive à inclure des sous-titres, etc. pour les personnes qui sont non-entendantes, mais je pense que pour l'instant, je ne sais pas forcément si on s'adresse réellement à elles, mais on s'adresse aux décorateurs, on s'adresse aux personnes qui font du soin, on s'adresse aux personnes qui font aussi de l'accompagnement, donc c'est plutôt ce genre de personnes ou qui ont des solutions et qui ont envie de les mettre en avant. Mais on se réserve la possibilité d'évoluer aussi dans ce sens-là. Mais comme tu le dis, le trouble du TDA, ça reste un sujet aussi qui est assez intéressant parce que le principe du TDA, c'est dans chaque pièce, il y a des tâches qui sont associées et qu'il suffit qu'une personne soit dans une pièce pour qu'elle sache ce que c'est. On a tous vécu ce moment où, parce qu'on n'est pas bien dans un endroit où on se sent pas très bien, on se retrouve à aller aux toilettes pour se réfugier. Et puis quand on va aux toilettes, on se pose la question, mais qu'est-ce que je fais là? Et cette question de qu'est-ce que je fais là, bah, c'est un peu ce que vivent les personnes qui ont un trouble justement de l'attention et qui, quand ils vont vivre qu'est-ce que je fais là, bah, vont se trouver une chose à faire en fait, parce que au moins ils seront quelque part alors qu'ils étaient en train de faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est plus une espèce de trouble de la mémoire immédiate de qu'est-ce que j'étais censé faire comme suivi de ma tâche en fait, comment arriver à faire le suivi de ma tâche. Donc c'est un trouble qui est difficile à vivre aussi. Et même si on reste persuadé que c'est des troubles légers, aujourd'hui, je pense qu'il n'existe pas de petits handicaps. Je pense qu'il existe que une certaine forme de handicap qu'on vit. Intéressant. C'est intéressant justement, comme tu viens de le dire, de ne pas chercher à catégoriser ou à hiérarchiser en effet. Ok. Eh bien, je propose que nous nous arrêtons là aujourd'hui. Nous ferons des petites vidéos de short pour partager un petit peu ces choses-là au fil de la semaine, pour pouvoir vous ramener des informations là-dessus. La semaine prochaine, nous aurons aussi un invité. Alors cette fois-ci, on va pas vous en parler, comme ça, on sera certain que la personne va venir. Et on va faire en sorte que la personne se présente et au pire, on aura peut-être un sujet de remplacement. Vous serez au courant du sujet jeudi prochain. On vous remercie beaucoup pour vos partages, vos likes et votre présence à nos côtés sur Yippie Matin. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux followers. Donc, n'hésitez pas à follower et à suivre, pardon, à cliquer sur le bouton suivre, à mettre des likes et à partager à vos amis que vous pensez être concernés. Bonne journée, à Bonne bientôt. journée, merci Maud, salut. Merci.